Il était 23h47 quand mon téléphone s'est allumé sur l'îlot de cuisine. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé la notification se transformer en icône de messagerie vocale. Mon appartement à Chicago était silencieux. Une boîte de verre hermétiquement close, flottant 40 étages au-dessus de la rue. J'ai appuyé sur lecture. La voix de ma mère ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle ne m'a pas demandé si j'étais assise. Elle m'a juste donné le programme. Nous avons programmé votre rendez-vous préopératoire pour mardi. Le docteur Evans doit vérifier vos enzymes hépatiques avant la transplantation. Nous devons nous assurer que vous êtes prête pour Matthew. Il n'y avait pas de point d'interrogation à la fin de cette phrase. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Mon corps ne m'appartenait plus. Il était devenu un inventaire. Avant d'aller plus loin, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez. Avez-vous déjà eu l'impression que vos décisions ne vous appartenaient pas vraiment? Je veux entendre votre histoire. L'hystérie est une faille structurelle que je ne pouvais pas me permettre. J'ai posé le téléphone sur le marbre froid, analysant le silence. Pendant 28 ans, je m'étais préparé à ce moment. Je l'ignorais simplement. En architecture, il existe un concept appelé mur porteur. C'est l'élément qui supporte le poids du toit, de la neige, de la pluie et des étages supérieurs. Ce n'est jamais le mur qui reçoit un papier peint coûteux ou un éclairage sophistiqué. Il est épais, silencieux et invisible. Si on l'enlève, la maison s'effondre. Je n'étais pas la fille. J'étais le mur porteur d'une famille dont la structure même était fragile. Pendant des années, on m'a demandé pourquoi je restais. Pourquoi je répondais aux appels. Pourquoi je venais les voir pendant les fêtes. Ils ne comprenaient pas ce lien invisible qui unit la survivante. C'est un état psychologique, une impuissance acquise qui fonctionne comme une vitre. On voit la porte, on voit la liberté de l'autre côté. Mais après des années à se heurter à cette vitre, chaque fois qu'on essaie de bouger, on abandonne. On se persuade que la barrière est réelle, même quand elle ne l'est pas. Mes parents avaient installé cette vitre quand j'avais 4 ans. Ils m'ont appris que ma valeur n'était pas intrinsèque. Elle était conditionnelle. Mon loyer pour exister dans leur monde, c'était mon utilité. J'étais la pièce de rechange rangée sur l'étagère, dépoussiérée seulement lorsque le moteur principal, mon frère Matthew, commençait à faiblir. Je contemplais mon reflet dans la vitre sombre. Je vis l'armure méticuleuse que j'avais construite. Ma vie à Chicago était précise. Mobilier minimaliste, surface blanche, tout était maîtrisé. Je suis devenu architecte parce que j'avais besoin de comprendre comment concevoir des espaces où personne ne pouvait entrer sans clé. J'avais besoin de construire des murs qui ne céderaient pas sous la pression. Mais ce soir, en regardant les lumières de la ville, les souvenirs de cette disparité me submergèrent, non pas comme des émotions, mais comme des lignes comptables sur un bilan que j'avais trop longtemps ignoré. Je me suis souvenu de l'année où je m'étais qualifié pour le championnat régional de robotique. C'était le même week-end où Matthew avait eu une légère fièvre. Mes parents n'en avaient même pas parlé. Nous étions restés à la maison. J'avais passé le week-end à aller chercher des glaçons et à lire des manuels scolaires pendant que mon robot prenait la poussière au garage. Je me suis souvenu des finances. Quand Matthew a eu 16 ans, mon père a garé une berline flambant neuve dans l'allée, ornée d'un ruban rouge sur le capot. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire avec mention très bien, en finançant mes études grâce aux dons de plasma et à un travail de nuit à la bibliothèque, ma mère m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de $120. Elle m'a dit de m'acheter quelque chose de joli. Je ne l'ai pas encaissé. Je l'ai encadré. Je l'ai accroché dans mon placard, derrière mes manteaux. Un rappel intime de ma valeur marchande dans leur économie. Matthew était le soleil, brûlant de 1000 feux et consumant tout sur son passage pour survivre. J'étais l'ombre, calme et silencieuse, censée disparaître jusqu'à ce qu'on ait besoin de moi pour éclipser le danger. Mais le message vocal qui tournait en boucle dans ma tête a tout changé. Ils ne demandaient plus d'argent. Ils ne demandaient plus de temps. Ils en voulaient à mon sang. Ils en voulaient à mon foie. Le lien invisible qui m'avait maintenu en place pendant près de 30 ans n'a pas cédé. Il a rompu. La notification du message vocal a disparu de l'écran, ne laissant que mon reflet dans la vitre noire. Inutile de le réécouter. J'ai suivi le protocole. J'ai ouvert mon application bancaire. Virement. Confirmation. Le compte d'épargne que je constituais depuis mes 22 ans, ce fonds d'évasion déguisé en plan de retraite, fut vidé. Ensuite, je me suis connecté à mon compte de courtage. Vendre tous les actifs. Confirmé. Liquidator.
Les chiffres à l'écran se sont transformés en argent liquide, intraçable et mobile. Je ne faisais pas que déplacer de l'argent. Je coupais les veines financières auxquelles ils pensaient pouvoir puiser à leur guise. J'ai sorti ma valise du placard. Le bruit de la fermeture éclair résonna dans l'appartement silencieux. J'ai fait mes valises avec une précision militaire. Pas d'objets sentimentaux, pas d'albums photos, pas de cadeaux des fêtes passées. Juste des vêtements, mon ordinateur portable, mes carnets de croquis et mon matériel de dessin. Les détails sensoriels de cette heure sont gravés dans ma mémoire. Le bruit collant du ruban adhésif scellant les cartons que j'allais laisser derrière moi. L'odeur de poussière tandis que je vidais les étagères. La sensation froide et lisse de la carte magnétique que j'ai laissée sur le comptoir. J'ai rédigé un courriel de démission à mon entreprise. Prise d'effet immédiate pour cause de déménagement personnel urgent. Envoyé. Je n'ai pas fait de déclaration de changement d'adresse à la poste. Je n'ai rien dit à mes amis. Je suis simplement sorti de la tour de verre et j'ai pris un taxi. Aéroport OR, ai-je dit. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était mon père, cette fois. Puis Mathieu. J'ai retiré la carte SIM et l'ai cassée en deux. Le plastique a craqué. Un dernier bruit satisfaisant. J'ai jeté les morceaux dans une poubelle à l'extérieur du terminal. J'ai acheté un téléphone jetable à un kiosque et j'ai réservé un aller simple pour Santa Fe, au Nouveau-Mexique. J'ai choisi Santa Fe pour sa lumière. À Chicago, la lumière est filtrée par le verre et l'acier, grise et diluée. Dans le désert, la lumière est brute. Elle révèle tout. J'avais besoin d'un endroit où il n'y avait pas d'ombre pour me cacher. J'avais besoin de lignes horizontales, de tons terreux et de silence. J'ai atterri dans le haut désert au coucher du soleil, teintant les montagnes sangres de cristaux de nuances de sang et de feu. L'air embaumait le pin pignon, la fumée et la sauge. C'était tout le contraire de l'air stérile et réfrigéré de mon ancienne vie. J'ai loué une petite maison en adobe à la périphérie de la ville. Des murs épais de terre, de lourdes poutres en bois, imparfaites mais solides. Le lendemain matin, j'ai déposé les papiers pour un changement de nom légal. Samantha est devenue autre chose sur le papier, quelque chose de libéré de tout fardeau. Je n'étais plus la pièce de rechange. J'étais une entité souveraine. Pour la première fois de ma vie, mon corps m'appartenait entièrement. Mais le silence est lourd. Dans le calme de la nuit du désert, sans le bruit incessant de leurs exigences, j'ai réalisé à quel point le silence pouvait être assourdissant. J'avais échappé à la menace immédiate, mais je savais que la guerre ne faisait que commencer. Ils ne laisseraient pas leur trésorerie s'échapper sans se battre. Je me suis installé dans le rythme de Santa Fe. J'ai acheté des meubles en bois de récupération. J'ai adopté un chien, un croisé terrier ébouriffé. Je l'ai appelé Scout, qui dormait au pied de mon lit et aboyait après les coyotes. J'ai rencontré Alexander dans un café. Il lisait une revue médicale, les mains assurées. Il était chirurgien traumatologue. Il comprenait le caractère sacré du corps. Il comprenait qu'ouvrir quelqu'un à vif était un acte de violence qui nécessitait un consentement. Quand je lui ai raconté mon histoire, il ne m'a pas traité de cruel. Il ne m'a pas demandé de pardonner. Il a regardé mes mains et a dit « Tu t'es sauvé la vie. C'est l'opération la plus importante que tu auras jamais réalisée. » Mais le silence de Chicago fut de courte durée. Il se brisa 3 mois plus tard. Ma mère m'a retrouvé en ligne. Pas directement. J'avais effacé toutes mes traces numériques, mais à travers les résidus que nous laissons tous derrière nous. Une photo où j'étais tagué lors d'un vernissage. Une mention sur un forum d'architecture. Elle a créé de faux comptes. Au début, ce n'était que des commentaires. Tu es en train de tuer ton frère. On sait que tu es dans le sud-ouest. Meurtrier égoïste. Je les ai bloqués. Je les ai signalés. Mais comme une hydre, pour chaque tête que je coupais, 2 autres apparaissaient. Ils ont commencé à appeler mon ancien bureau à Chicago, à harceler mes anciens collègues pour obtenir des informations. Ils ont engagé un enquêteur spécialisé en cybersécurité. Assis dans mon salon, le soleil du désert inondait la pièce, j'ai sorti mon ordinateur portable. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas argumenté. J'ai ouvert un tableur. Il était temps d'examiner les reçus. J'avais tout conservé. Chaque transaction financière, chaque cadeau, chaque écart. J'ai analysé les chiffres. Le cadeau de fin d'études, $120. La voiture que Mathieu a reçue pour ses 16 ans, $28 000. Les reçus de dons de plasma, $60 chacun, 2 fois par semaine pendant 4 ans, pour payer les manuels scolaires. Le coût total du détective privé qu'ils avaient engagé pour me harceler,
$6 000 de plus que ce qu'ils avaient dépensé pour toute ma scolarité. Je les ai imprimés. Je les ai scotchés au mur de mon bureau. C'était la carte de ma dévaluation. Ce n'était pas de l'amour. C'était un portefeuille d'investissement où j'étais le mauvais actif et Matthew le capital risqueur. Alexander est venu ce soir-là. Il a vu le mur. Il a suivi du doigt les lignes des reçus. Ce n'est pas juste du favoritisme, a-t-il dit à voix basse. C'est une perte de contrôle. Ils ont besoin que tu sois la victime. Si tu ne le es pas, ils ne sont pas des martyrs. Ce ne sont que des agresseurs. Il avait raison. Leur harcèlement n'avait rien à voir avec le sauvetage de Matthew. Il s'agissait de rétablir la hiérarchie. Ils avaient besoin de leurs pièces de rechange. Ils avaient besoin que je sois insignifiante pour se sentir important. J'ai fixé le mur sur la preuve mathématique de mon effacement et j'ai senti une froide et dure résolution s'installer en moi. J'en avais fini de fuir. J'en avais fini de me cacher. J'allais m'assurer qu'ils comprennent que la banque de Samantha était fermée définitivement. Un mardi matin, le silence du désert fut rompu par le bruit d'un moteur. Une berline noire s'est arrêtée dans la longue allée de gravier. J'ai observé par la fenêtre. Un homme en est sorti. Il portait un costume trop chaud pour Santa Fe. Il avait un porte-documents en cuir. Je savais qu'il était avant même qu'il ne frappe. C'était un détective privé. Mes parents avaient dépensé $6 000 pour me retrouver. C'était le prix de mon autonomie. J'ai ouvert la porte. « Samantha ?» il demanda, jetant un coup d'œil à une photo. « Jem appelle Samantha. Disj. Mais vous êtes en infraction. Il n'y bronca pas. » Il me tendit une épaisse enveloppe. « Je ne suis pas là pour vous ramener, dit-il. Je suis là pour vous signifier un document. » Je pris l'enveloppe. Ce n'était pas une assignation. C'était un document intitulé « Procuration médicale ». Il datait de 5 ans. Ma signature y figurait. Il accordait à mes parents l'autorité légale complète pour prendre des décisions médicales en mon nom en cas d'incapacité ou d'indisponibilité. J'ai y fixé la signature. Elle ressemblait à la mienne, les boucles du S, la croix du T. Mais je savais que je ne l'avais jamais signée. Je vérifiai la date, 14 août, il y a 5 ans. Je retournai dans mon bureau et consultai mon vieux calendrier, 14 août. J'étais à Londres pour un programme d'études à l'étranger. Les tampons de mon passeport le prouvaient. Ils avaient falsifié ma signature. Ils avaient créé un moyen légal de me ramener de force au bloc opératoire si jamais je refusais. Ce n'était plus de la simple pression. C'était une escroquerie. J'ai appelé une avocate à Santa Fe. Elle s'appelait Elena. Elle était spécialisée en droit de la famille et en fraude. Je lui ai montré le document. Je lui ai montré mon passeport. C'est un crime, a-t-elle dit d'un ton sec. Ils ont falsifié un document légal pour prendre le contrôle de votre corps. Nous pouvons les faire arrêter. Alexander a examiné le document, son regard de chirurgien scrutant les clauses médicales. Regardez ça, a-t-il dit en pointant une petite ligne. Ils ont indiqué que votre groupe sanguin était O positif. Vous êtes négatif. Il a levé les yeux vers moi. Ils ne connaissent même pas votre groupe sanguin. Ils étaient tellement désespérés de vous posséder qu'ils n'ont même pas pris la peine d'apprendre les bases de la biologie du corps qu'ils essayaient de voler. La réalisation m'a frappé de plein fouet. Ils se fichaient de la réalité médicale. Seul le droit légal les intéressait. Ils voulaient s'approprier mes organes. J'ai regardé Elena. Faites ce qu'il faut, ai-je dit. Portez plainte. Obtenez une ordonnance restrictive. Brûlez tout. Le conflit avait changé de nature. Il ne s'agissait plus d'une fille qui avait fugué. Il s'agissait d'une femme qui luttait contre une organisation criminelle portant le même nom de famille qu'elle. 2 semaines plus tard, Matthew se tenait sur le seuil de ma porte. Je l'aperçus par la fenêtre, les yeux protégés du soleil du désert. Il paraissait maigre, le teint blafard, mais il était seul. J'ouvris la porte. Je ne l'invitai pas à entrer. La chaleur du désert l'enveloppa. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demandai-je. « J'ai engagé quelqu'un, répondit-il. Avec mon propre argent. » Il marqua une pause, le regard perdu au-delà de moi, vers l'intérieur frais de la maison. « Je ne suis pas venu vous demander un foie. Je suis venu vous dire quelque chose que vous devez savoir. » Je le fis entrer. Il s'assit sur le bord du canapé en bois de récupération, semblant déplacé dans ses vêtements chics de Chicago. « Maman et papa, commença-t-il, la voix tremblante. Ils étaient au courant pour la liste d'attente il y a 3 ans. Les médecins leur ont dit de me mettre sous traitement à ce moment-là. Ils ont refusé. Je l'ai fixé du regard. Pourquoi?
Parce qu'ils voulaient un donneur apparenté, a-t-il dit. Ils ont dit aux médecins qu'ils avaient un donneur idéal prêt à l'emploi. Ils ont dit que ce serait moins cher. Ils ont dit que ce serait plus sûr. Ils ont joué avec ma vie parce qu'ils ne voulaient pas payer les médicaments antirogènes nécessaires avec un donneur non apparenté et qu'ils voulaient garder le mythe du sauveur pour eux. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une question de contrôle. Ils avaient retardé son traitement. Ils avaient laissé son état s'aggraver juste pour me forcer la main. Ils avaient besoin que je sois le donneur pour pouvoir nous contrôler tous les deux. Lui, le patient éternel, moi, l'esclave éternel. Matthew m'a regardé, les larmes aux yeux. Je le savais, a-t-il murmuré. Je les ai entendus en parler il y a 1 an. Et je n'ai rien dit. Pourquoi? Ai-je demandé d'une voix à peine audible. Parce que j'avais peur, a-t-il dit. J'avais peur que si tu partais, si tu n'étais plus la pièce de rechange, il se retournerait contre moi. J'étais l'enfant chéri parce que tu étais le bouc émissaire. Si tu disparaissais, je serais les deux. Je les ai vus te briser parce que j'avais une peur bleue d'être brisé moi-même. Il baissa les yeux sur ses mains. Je suis désolé, pas seulement pour le rein. Je suis désolé d'avoir été un lâche. Je suis désolé de les avoir laissés t'utiliser comme bouclier. Le silence dans la pièce était pesant. Mais ce n'était pas le silence suffocant de mon enfance. C'était le silence de la vérité. Matthew n'était pas seulement le frère gâté. Il était aussi une victime, manipulé et réduit au silence par la peur de perdre le seul amour qu'il ait jamais connu, aussi perverti fut-il. Je le regardais vraiment, et je vis le garçon terrifié caché derrière le masque de l'enfant chéri. « Je ne peux pas te donner mon foie, dis-je. Je sais, dit-il. Je n'en veux pas. Je veux ma sœur. Nous avons passé le reste de l'après-midi à la table de la cuisine, non plus comme frères et sœurs, mais comme complices. Je lui ai montré la procuration falsifiée. Il m'a montré des courriels où nos parents avaient refusé de consulter la liste d'attente pour une greffe. Nous avons élaboré une stratégie. Je ne ferai pas de dons, mais j'utiliserai mes ressources pour qu'ils soient inscrits immédiatement sur la liste d'attente dans un autre État, loin de leur influence. Elena, mon avocate, a accéléré le processus. Matthew a été inscrit le lendemain. 3 semaines plus tard, l'appel est arrivé. Un donneur compatible avait été trouvé en Arizona. Matthew s'est envolé pour l'opération. Je suis parti le lendemain matin. Je suis entré dans l'hôpital, mais je ne suis pas allé dans la salle d'attente. Je savais que mes parents seraient là, jouant les martyrs inquiets. Je suis allé directement au poste des infirmières. J'avais une procuration légale. Or, Matthew avait signé les papiers le jour de son départ de Santa Fe. Je me suis assuré que la sécurité savait que David et Lisa n'étaient pas autorisés dans la salle de réveil. Lorsque je suis sorti sur le parking ce soir-là, le ciel du désert était d'un violet violacé. Ils attendaient près de ma voiture de location. Ma mère, Lisa, m'a aperçu la première. Elle s'est précipitée vers moi, les bras ouverts, les larmes déjà aux yeux. « Samantha, tu y es venue. Tu es venue le sauver. » Elle a tendu la main vers moi, s'attendant à la même scène qu'avant, comptant sur le mur pour la soutenir. J'ai reculé. J'ai sorti une enveloppe Kraft de mon sac. « Arrêtez, ai-je dit. » Ma voix n'était pas forte, mais elle a fendu le parking comme un scalpel. « Je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour le frère que vous reteniez en otage. » Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle contenait une mise en demeure et une photocopie de la procuration falsifiée, la date surlignée. « C'est une promesse, ai-je dit. Si jamais vous me contactez, moi ou Matthew, ou si vous tentez à nouveau d'entraver son rétablissement, je remettrai l'original de ce faux document au procureur. Vous ne perdrez pas seulement vos enfants. Tu vas perdre ta liberté. » Mon père s'emporta, le visage rouge de colère. Mais ma mère le retint par le bras. Elle vit mon regard. Elle vit l'architecte qui avait enfin érigé un mur infranchissable. Ils montèrent dans leur voiture et s'éloignèrent. Je les regardai disparaître, soulevant un nuage de poussière à l'horizon. Je ne ressentis aucune culpabilité. J'éprouvais l'immense et magnifique légèreté d'une structure qui, enfin, se dresse seule. Je retournai à Santa Fe, auprès d'Alexander, à la vie que j'avais construite. J'étais entière. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre qu'il a le droit de se sauver. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires de vérité et de résilience.